chef de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné. Septembre 2025, un mois qui a connu des sorties du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'extérieur du pays dans le cadre de la poursuite de l'action pour la restauration de la paix durable dans l'Est du pays et des consolidations du partenariat avec des pays amis, partenariat bien sûr favorable au développement de la RDC. Le chef de l'État s'est rendu en début du mois au Kazakhstan, ce pays d'Asie centrale qui a signé des accords pour un partenariat stratégique avec la RDC dans plusieurs domaines. Le président de la République a aussi participé au 7e sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Malabo, en Guinée équatoriale. Tout cela, c'était avant de se rendre à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a déployé d'intenses activités. Le président de la République, outre bien sûr sa participation, sa brillante participation à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a présidé à New York une grande cérémonie de plaidoyer pour la reconnaissance du génocide perpétré en RDC pour des gains économiques, le Génocost. Nous allons en parler dans ces magazines. Madame, Messieurs, bienvenue dans le mois du président de la République. Diplomatie agissante. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectue des missions à travers le monde, se rendant à des sommets, des rencontres bilatérales où l'on débat des questions relatives à la recherche de voies et moyens de restauration de la paix durable dans l'Est du pays et des questions liées au développement de la République démocratique du Congo. La conférence a reçu une information sur la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par la poursuite des actions des groupes rebelles avec l'appui extérieur. La conférence en a pris acte. Les conférenciers ont en outre salué les efforts conjoints de processus de Lomé, Doha et Washington pour restaurer la stabilité. Abordant le principal point à l'ordre du jour relatif au renouvellement de l'exécutif de la communauté, la conférence a décidé de nommer l'ambassadeur Ezekiel Nigibira de la République du Burundi au poste de président de la commission pour un mandat de 5 ans renouvelable. Il remplace l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo du Cap-Vert, arrivé fin mandat. Le sommet a félicité la personnalité nommée et décidé de son entrée immédiate en fonction après la prestation des serments devant les présidents en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Félicitons le président et toute l'équipe sortante de la commission, aussi bien pour le travail accompli que pour les résultats obtenus au cours de leur mandature, malgré les difficultés diverses liées notamment aux contraintes sécuritaires, financières, humaines et matérielles. Exprimons nos sincères et vifs remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 7e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Lors de la cérémonie d'ouverture, des allocutions de Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, de l'ambassadeur Gilberto Diapé-Diadé, président sortant de la commission, ainsi que du discours d'ouverture de Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, ont ponctué l'événement. Dans la foulée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen et quelques dirigeants de la communauté qui ont fait les déplacements de Malabo. C'est en début de soirée que le chef de l'État a quitté la capitale équato-guinéenne pour regagner Kinshasa. En septembre 2025, qui vient de s'écouler, le chef de l'État est arrivé à Astana pour une visite d'État au Kazakhstan
pays qui s'engage avec la RDC dans un nouveau partenariat stratégique. Le président de la République a été accueilli chaleureusement par son homologue kazakh Kassi Jomar, avec qui il a eu des séances de travail qui ont permis de tracer les axes prioritaires de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Astana, à savoir l'exploitation et la transformation des ressources naturelles, l'agriculture, les infrastructures, le transport et la logistique, l'énergie, la lutte contre le changement climatique, l'éducation notamment. Le Kazakhstan est très riche en matières premières, minéraux et hydrocarbures. Ancienne république soviétique indépendante depuis 1991, le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale frontalier de la Russie et la Chine. Son économie repose sur les exportations de pétrole. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve. Et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikomba et Murat Nurtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec le ministre kazakh de l'Industrie et de la Construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. L'actualité au cours du mois de septembre a été aussi marquée et surtout marquée par la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York, aux États-Unis d'Amérique. Vice-président de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État a été d'abord convié à participer à la célébration du 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies avec ses pairs venus des différents pays du monde entier. Ensuite, le président de la République a participé au débat général de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Intervenant à la tribune de cette assemblée, le chef de l'État a, dans la foulée, réitéré les remerciements les plus sincères aux États membres pour l'élection en juin dernier de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC s'articulant autour de deux priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Un autre axe prioritaire, a dit le chef de l'État, concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles qui constitue l'une des causes majeures et persistantes des conflits.
La République démocratique du Congo n'en est pas épargnée, a dit le chef de l'État, soulignant que depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont visées dans l'est du pays où la guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller des ressources de la RDC, effacer la mémoire collective et détruire les communautés, tout en soulignant l'intervention du Conseil de sécurité des Nations Unies par sa résolution 2773 exigeant le retrait du M23 soutenu par le Rwanda des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle. Le président de la République a aussi salué le leadership du président Donald Trump qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. L'accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et la levée de ses mesures dites défensives. L'accord prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la RDC et de la police nationale. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Les échanges ont été axés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC M23. Le secrétaire général de l'ONU tenait à s'enquérir personnellement de l'évolution des processus de Washington et de Doha pour la restauration de la paix durable dans l'est de la RDC. À New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par ailleurs présidé la cérémonie sur le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide perpétré pour des gains économiques, le Génocost. C'est une activité qui a été organisée par le Fonds national de préparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crises contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans ce mot de circonstances,
Le président de la République a tenu à souligner: reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale, a dit le président de la République dans son discours à la cérémonie du plaidoyer sur la reconnaissance du génocide congolais pour des gains économiques. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. Le premier, c'est cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. Le second s'agit d'établir l'existence de génocides perpétrés sur notre sol à l'aune des critères reconnus par le droit international. Et le troisième, c'est de mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. À Bruxelles, un inspecteur de la police belge a été admis dans l'ordre national Kabila Lumumba. Durant son bref séjour à Bruxelles, après New York, aux États-Unis d'Amérique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décoré 7 hommes de la police belge pour ses années de service dévouées à la sécurité de la communauté congolaise vivant à Bruxelles, capitale belge et de l'Union européenne, ville cosmopolite et carrefour des cultures. Bruxelles compte l'une des plus grandes communautés congolaises depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Par votre professionnalisme, votre sens du devoir et votre disponibilité, vous avez su garantir la sécurité des manifestants et faciliter le bon déroulement des rassemblements, contribuant ainsi à prévenir toute tension. En vous décernant cette distinction, la République démocratique du Congo exprime sa gratitude, non seulement à un homme de mérite, mais aussi à travers lui, au peuple belge, pour l'amitié et la solidarité constamment manifestée à l'égard de notre nation. Je forme le vœu que cet acte symbolique consolide davantage les liens d'estime, de coopération et de fraternité entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Bunders, au nom du peuple congolais, je vous fais officier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Je vous félicite et vous prie de recevoir cette décoration comme témoignage de notre haute considération et de notre reconnaissance. Je vous remercie. C'est parfait. Voilà. Bouboule. Excellent. C'est le diplôme de mérite. Voilà. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Merci.
Nous l'avons dit en ouverture de ces magazines, le génocide perpétré en République démocratique du Congo pour des gains économiques ne doit pas être oublié et doit être plutôt reconnu sur le plan national et international. Un plaidoyer a été organisé à New York justement sur la reconnaissance du Génocide. Nous allons en parler, comme annoncé, avec un expert du FONAREV. Voilà, concernant le plaidoyer organisé à New York aux États-Unis d'Amérique sur le Génocide, nous recevons alors sur ce plateau M. Blaise Kassa qui va nous en dire plus. M. Kassa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, longtemps oublié, le génocide pour des gains économiques doit être reconnu officiellement, à la fois sur le plan national qu'international. D'entrée de jeu, quel bilan fait-on de l'action du FONAREV dont vous faites partie et de sa campagne de sensibilisation sur les génocides? Merci pour la question. Le FONAREV avec la CIAVAR avait constitué une équipe de chercheurs avec la direction des études du FONAREV pour pouvoir documenter et qualifier les faits génocidaires. C'est comme ça que nous avons eu à travailler à 3 reprises avec les experts pour constituer un narratif qui devait partir de la plupart des massacres que nous avons au Congo. Nous avons documenté déjà 1550 massacres, parmi lesquels 70% sont concentrés dans la partie Est. Et de là, nous avons tiré les massacres qui pouvaient constituer les faits génocidaires. Et nous avons fait des enquêtes complémentaires dans les endroits accessibles pour le moment. Mais comme vous le savez, ces enquêtes vont continuer. Une fois que nous l'avons fait et le document prêt, nous avons réuni les ambassadeurs de la RDC qui étaient en mission ici pour parler de ces faits-là. Ils étaient au nombre de 20 et puis 80 chercheurs. Donc c'était 100 personnes. C'était notre première étape. Nous avons exposé sur les génocides. Et comme vous le savez, et vous l'avez bien dit, qu'il faut mobiliser la partie nationale et internationale, on a dit qu'il fallait que la cause de la RDC soit connue davantage à travers le monde. C'est comme ça que lors de la session sur les droits de l'homme qui était à Genève, le gouvernement de la RDC a organisé un stage 20 sur les questions des génocidaires. Là, le succès est quand même patent parce que nous avons eu dans la salle l'Australie, la Chine, l'Angola, le Rwanda, la Grande-Bretagne, le Ghana, donc en tout cas une vingtaine de pays qui étaient venus pour écouter la partie de la RDC. Il y avait 185 participants, parmi lesquels on avait au moins 130 étrangers. Ensuite, vous avez suivi même des échos, parce qu'il y a plusieurs gouvernements qui ont commencé à réagir. C'est là que vous devez dire que la question a été entendue. Après, il fallait maintenant aller aux Nations Unies, comme la plupart des chefs d'État s'y trouvaient, il fallait organiser le Side 20. Et là, nous avons eu la grâce d'avoir le chef de l'État qui était à New York. C'est dans ce sens que nous avons organisé encore cette opération à New York. Et là, il y avait 260 participants et seulement 15% des gens qui venaient de Kinshasa. 15%. Les gens confondent, quand ils voient les Noirs dans la salle, ils pensent que tous les Noirs sont des Congolais, alors qu'il y avait plusieurs pays qui étaient là. Et nous avons aussi les ambassadeurs, donc les Congolais qui sont à l'étranger, qui sont leurs travaux, qui sont venus. Par exemple, Kuminga, c'est un basketteur qui vient avec plusieurs de ses collègues qui ne sont même pas des Congolais, pour venir écouter et puis reporter l'information. Et il y avait les chefs des institutions, qui étaient aussi bien de Noirs que de Blancs, qui ont porté le message. D'ailleurs, il y a même un pays qui a fait la déclaration que désormais ne croyait pas qu'il y avait génocide. Aujourd'hui, il va accompagner la question. Donc c'est un grand succès que cela est engagé et cela mobilise davantage tous les services, toute personne, tout Congolais, dans quelque endroit où il est. C'est dans ce sens que si vous êtes artiste, chantez pour la cause du Congo, les massacres, les génocides.
Si vous êtes basketteur, joueur et consort, parlez-en à vos coéquipiers qui sont des autres pays. Si vous êtes politicien, faites porter la voix dans les salons politiques et c'est comme ça que la cause sera connue. Voilà. Alors revenons à New York. Quels ont été les objectifs visés en organisant cette cérémonie aux États-Unis d'Amérique, pays des grandes démocraties? Donc les objectifs c'était quoi? Et puis est-ce que déjà à votre niveau vous avez récolté quelques résultats en matière de reconnaissance alors de ces génocides? Oui, avant l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, plusieurs nations, plusieurs personnes avaient appris à parler au nom des Congolais sans les Congolais. Depuis lors, les Congolais ont pris toutes leurs questions en main, notamment la question des massacres, la question des conflits, la question du génocide, pour pouvoir les porter haut et fort. C'est dans ce sens que nous disons que l'événement qui s'est passé à New York a récolté des fruits, comme je viens de vous le dire. Premièrement, c'est pour la première fois que même les Congolais qui sont à l'étranger, ils voient que le gouvernement commence à organiser des activités en dehors de son espace géographique pour pouvoir porter plus fort la question de génocide. Aussi, nous avons eu beaucoup d'engagement, dans ce sens qu'il y a des institutions qui se sont engagées, il y a aussi des chercheurs qui se sont présentés, il y a des structures qui nous ont écrit, il y a des pays qui veulent nous accompagner dans cette question. Et nous allons... Par exemple, on peut citer quelques pays? Oui, il y a des pays qui veulent nous accompagner, des pays amis. Nous avons l'Angola, nous avons le Burundi, le Maroc et les autres qui veulent nous accompagner. Et il y a des invitations que nous avions déjà dans le pays des chancelleries occidentales pour analyser les documents qu'ils ont déclassifiés qui peuvent permettre de nourrir la question du génocide et des massacres. Et nous allons donc élaborer une nouvelle feuille de route pour l'année 2026, en continuant à documenter, en élargissant le débat sur la qualification des faits, mais aussi en organisant plusieurs activités aussi bien dans les provinces, pour que les Congolais se sentent concernés davantage, mais aussi à l'international et dans plusieurs pays. Là, nous ne pouvons pas encore le dire parce qu'en fait, vous connaissez que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi avoir l'information en avance et pouvoir torpiller tout ce qu'on peut faire comme stratégie par après. Oui. Alors, les FONAREV fait du chemin. Quelles sont ces perspectives alors d'avenir? Les perspectives d'avenir du FONAREV, qu'est-ce que vous envisagez? Oui, premièrement, le FONAREV a été créé pour identifier, réparer et accompagner les victimes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une très bonne dynamique parce que si nous faisons le bilan en termes institutionnels, on est à près de 700 000 victimes identifiées. Et près de 30% sont en train d'être accompagnés sur le plan médical parce que les gens parlent beaucoup de la réparation. Mais en fait, pour arriver à la réparation, le premier pas, c'est l'identification. Mais avant d'arriver à l'identification, il y a plusieurs processus. Il faut documenter, recruter, identifier, vérifier, parce qu'au Congo, tout le monde peut se dire victime. Et donc, si vous ne faites pas un tamis scientifique et technique, vous risquerez de réparer les gens qui ne le sont pas. Et une fois maintenant que vous entamez le processus de réparation, ça commence par la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, l'accompagnement juridique, et on passe aux questions économiques et d'indemnisation. Donc on est dans un parcours aujourd'hui, dans plusieurs provinces, on a fini l'identification, on est dans le premier parcours, c'est-à-dire l'accompagnement médical. Pendant ce temps, il y a les juridiques qui sont en train de constituer des dossiers physiques. On est aujourd'hui à 17 000 dossiers constitués de victimes. Alors, pour la question des génocides aussi, c'est une question qui touche beaucoup le cœur des Congolais parce qu'il s'agit de victimes qui réclament justice. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons continuer à documenter davantage, à recueillir les témoignages, pourquoi pas les témoignages des anciens belligérants qui peuvent nous donner plus d'informations, plus de précision et continuer à poursuivre cette œuvre de plaidoyer à travers le monde. Alors, un mot pour clôturer notre entretien. Je dis par exemple, comment vous avez apprécié la présence du chef de l'État à la cérémonie de New York, lui qui participait
aux États-Unis d'Amérique à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Comment vous avez apprécié sa présence? La présence du chef de l'État est toujours saluée et cela nous réconforte davantage dans le combat que nous menons en faveur des relèvements communautaires des victimes. Parce qu'on s'est dit que le couple présidentiel, c'est le premier, le plus engagé pour cette cause de victimes, cette cause qui est noble. Je voudrais vous rappeler que le chef de l'État, même lors de la campagne présidentielle, malgré les occupations, avait eu un temps pour échanger avec les victimes à Bukavu. Et je me rappelle que les victimes, nous on répétait avant que le chef de l'État n'arrive. Ils chantaient. Dès que le chef était entré, au lieu de chanter, ils étaient émotionnés parce qu'en fait, ils n'avaient jamais été reçus même par un chef de village, ni un chef de quartier, mais ils le voient, les chefs de l'État. Plusieurs nous ont dit qu'à partir de ce jour-là, qu'ils étaient déjà guéris. Qu'ils devaient maintenant parler, faire des témoignages et réconforter les autres. C'est ça qu'on invite les Congolais. La question du génocide ne concerne ni les chefs de l'État, ne concerne ni le FONAREV, ni le gouvernement congolais, mais ça concerne tout le monde. La question des massacres et tout ça, c'est un problème de survie d'une nation. Et donc, nous devons plus être soudés et avoir confiance en les institutions, notamment dans le FONAREV. Aujourd'hui, nous avons une campagne médiatique énorme en défaveur du FONAREV parce que les influenceurs, tout ça, manipulés quelque part, ils sont en train de saboter. Mais quand nous analysons le moment et la coïncidence, on se rend compte que ce n'est pas à cause de notre engagement sur les questions génocidaires. Non, nous allons continuer à sensibiliser les populations, d'être unis et d'être alliés derrière le camp de la patrie. Alors, M. Blaise Kassa, je vous remercie, à moins que vous ayez un aspect qu'on n'a pas évoqué au cours de notre entretien. Vous avez encore un mot, un aspect qui n'a pas été évoqué? Non, merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et nous pensons que les questions qui étaient abordées, et le FONAREV poursuit sa mission d'identification dans plusieurs provinces, de réparation et d'accompagnement juridique. Parfois, on n'en parle pas trop parce qu'il s'agit de questions de vie. Ce sont des personnes. Ce ne sont pas que des chiffres. Donc, on ne peut pas venir donner seulement des chiffres. Mais en fait, ce sont des vies des gens. Et le plus important, c'est que les victimes sentent le changement dans leur vie et dans leur communauté. Voilà donc qui est dit. Merci. Madame, Monsieur, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi le mois du président de la République. Ce mois de septembre qui a été dominé par la diplomatie, une diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons rendez-vous pour fin octobre avec ces magazines, le mois du président.